Ceci est un livre audio autogénéré par Google. En premier lieu, nous tenons à remercier le professeur Farid El Asri, docteur en anthropologie de l'Université catholique de Louvain, UCL, diplômé en islamologie et directeur du European Muslim Research on Islamic Development, EMRID Network, pour sa supervision et ses conseils avisés dans la rédaction de ce travail. Nous tenons également à remercier le docteur Malika Hamidi, docteur en sociologie de l'École des hautes études en sciences sociales, EHESS, de Paris, militante et spécialiste du féminisme musulman, pour sa grande disponibilité, ses encouragements et l'intérêt porté à notre recherche. Nos remerciements s'adressent ensuite à Zahra Ali Sheikh, ancienne bénévole au GAMS, groupe pour l'abolition des mutilations sexuelles, sans qui nous n'aurions peut-être jamais pris conscience de l'ampleur des MGF, ni de leur prévalence au sein des communautés musulmanes. Nous remercions Sema Aidohan, psychopédagogue et ami de longue date, pour son enthousiasme et son agréable compagnie sur les bancs de l'université. Nous remercions aussi notre ami Hakim Marmouri, enseignant de religion islamique, passionné de philosophie et des trois monothéismes, pour ses précieux conseils ainsi que pour la richesse de ses réflexions. Enfin, comment ne pas remercier très chaleureusement notre chère épouse, Safiyé, femme battante et mère de nos 3 enfants, qui nous a soutenus et encouragés tout au long de la rédaction de cet ouvrage. Introduction. Selon l'OMS, l'excision touche environ 200 millions de filles et de femmes à travers le monde. Ces chiffres sont alarmants, même effrayants. Comment et au nom de quoi l'être humain peut-il délibérément mutiler le sexe d'un 17e de la population féminine mondiale? Est-ce au nom de la culture, de la religion, du patriarcat, voire encore, comme l'ont prétendu certains ES, au nom d'une misogynie généralisée et ancrée dans l'inconscient des hommes? L'amalgame d'excision et islam est habituel, celui d'Afrique et excision l'est encore plus, tout comme celui de féminisme et lutte contre l'excision. Mais les amalgames, maladroits assemblages de vérités partielles et éparses, ne sont jamais représentatifs de la réalité. Dans les faits, la grande majorité des musulmans ne pratiquent pas l'excision. La coutume est totalement absente au nord et au sud du continent africain, et du reste, a déjà été revendiquée par des mouvements féministes d'africaines anti-NE-colonialistes. Dès lors, laissons les amalgames de côté et penchons-nous uniquement sur les faits. Objectivement, l'excision est totalement inexistante dans la majeure partie du monde musulman, et seule une minorité des pays qui le composent la pratique. Ceci dit, dans ces pays, les musulmans qui recourent à l'excision prétendent régulièrement le faire, et c'est principalement sur ce point que nous nous pencherons en long et en large dans ce travail au nom de l'islam. Ces derniers soutiennent que l'excision relève d'une prescription religieuse comparable à la circoncision masculine. Par conséquent, il paraît légitime de se demander si c'est la majeure partie du monde musulman qui méconnaît l'obligation de l'excision ou au contraire, la minorité qui, sous couvert de la religion, perpétue une tradition totalement étrangère à l'islam? Cette question de fond, bien que formulée ici de façon binaire, mérite plus qu'une simple réponse, raison pour laquelle nous y reviendrons plus tard. Contrairement aux idées reçues, les mutilations génitales féminines, MGF, ne se délimitent pas aux seules populations musulmanes ni aux pays majoritairement musulmans. On les retrouve également chez les chrétiens, les juifs et les animistes d'Afrique, au Moyen-Orient, en Asie ainsi qu'en Amérique latine. De plus, au cours des dernières décennies, le phénomène de l'excision s'est indirectement étendu à l'Europe et à l'Amérique du Nord au travers des populations migrantes et réfugiées. Tant dans les pays d'accueil que dans les pays d'origine, des lois criminalisantes et des mesures répressives ont été adoptées pour lutter contre les MGF, mais la pratique de l'excision semble défier la loi. À titre d'exemple, au Soudan, on évaluait encore à 87% le nombre de filles et de femmes excisées en 2014 alors que les premières mesures légales contre l'excision, avec infibulation, datent de 1944. Il apparaît que la loi seule ne suffit pas à modifier les consciences et peut paradoxalement conduire, par effet de résistance, à une pratique clandestine de l'excision. Les ONG et les acteurs de terrain sont unanimes. Un changement durable ne peut avoir lieu qu'au travers d'une véritable conscientisation des masses. En effet, les facteurs du maintien de la pratique de l'excision sont multiples.
culture, religion, liens sociaux, analphabétisme, pauvreté, etc., et doivent être respectivement combattus à chaque niveau sans pour autant laisser place à une pseudo-universalité civilisée, blanche et salvatrice qui viendrait éduquer les populations allochtones. L'enjeu est de taille parce que le sujet est sensible et que les résistances identitaires ne sont pas rares. C'est pourquoi, dans une perspective de prévention opérante et de longue durée, il paraît fondamental d'interroger les textes religieux et de facto les sources islamiques. Bien que les MGF soient également pratiqués par d'autres communautés religieuses, l'ampleur quantitative de l'excision au sein des peuples musulmans a donné lieu à un courant amalgame entre excision et islam. À contre-coup, il n'est pas rare que d'aucuns répliquent instinctivement que l'excision n'a rien à voir avec l'islam. Pourtant, force est de constater à l'étude minutieuse des sources que si la pratique de l'excision a effectivement précédé l'avènement de l'islam, la tradition islamique et son patrimoine théologique ont maintenu, légitimé et parfois même encouragé ces mutilations au nom même de la religion. Mais alors, est-ce le Coran qui invite de façon directe ou indirecte à se plier à de telles mutilations ? Est-ce le prophète de l'islam ? Qu'en ont dit les savants musulmans au fil des siècles ? Au final, que disent véritablement les sources islamiques au sujet de l'excision ? Ces dernières constituent-elles un frein à la lutte contre les MGF ou bien au contraire, peuvent-elles être mobilisées afin de sensibiliser les populations musulmanes à risque ? Si oui, comment ? Voilà autant de questions auxquelles cet ouvrage tente de répondre. Précisons que notre approche, se voulant tout aussi objective qu'engagée, repose sur l'étude scientifique d'une minutieuse sélection de sources sur le sujet. La première partie de l'ouvrage traite de l'excision, et plus largement des MGF, sous une palette d'angles distincts, étymologiques, historiques, géographiques, juridiques, anthropologiques, médicales, etc., et se conclut par un plaidoyer en faveur d'une théologie islamique, de prévention contre les mutilations génitales faites aux femmes. La deuxième partie de l'ouvrage, plus théologique, s'axe autour des sources juridiques de l'islam et présente au lecteur une argumentation religieuse mettant en exergue l'incompatibilité des mutilations génitales féminines, et de facto de l'excision, avec l'islam. Première partie, état des lieux. Un enjeu terminologique. Si le choix des mots est rarement neutre, il n'est jamais sans conséquence. Les mots sont porteurs de sens, ils ont une teneur propre et individuelle, issue principalement de leur étymologie et de l'évolution des usages qui en ont été faits au travers du temps. Combinés, les mots peuvent se spécifier, se différencier et même revêtir de nouvelles significations. 1. De la circoncision féminine à l'excision. Par le passé, l'expression circoncision féminine était régulièrement utilisée pour signifier l'excision. Cette dernière était considérée comme une pratique exotique analogue à la circoncision masculine classique, et correspondant tout simplement à son équivalent féminin. Ce n'est que plus tard, dans le courant du XXe siècle, avec l'évolution des droits de l'homme et l'avènement du féminisme moderne, que l'utilisation de l'expression fut remise en question. En effet, parler de circoncision féminine plaçait sur un même pied d'égalité l'excision, une pratique considérée comme primitive et misogyne, et la circoncision, masculine, qui était une pratique socialement acceptée et relativement courante en Occident. Le rapprochement entre les deux pouvant sembler inconvenant voire pernicieux, la notion d'excision, davantage médicale, s'est alors tout naturellement imposée dans les débats publics et dans la littérature scientifique. Il est intéressant de remarquer que malgré son absence de délicatesse, la formule circoncision féminine est encore d'usage de nos jours, bien qu'employée dans une moindre mesure. Si les raisons de son usage sont parfois désintéressées et insignifiantes, éviter les répétitions, termes plus classiques, formules connues ou plus illustratives, le recours à l'expression peut également laisser transparaître des convictions personnelles ou idéologiques. Ainsi, dans certains cas, la persistance de son utilisation est due à la volonté de placer l'excision et la circoncision rituelle masculine sur le même plan et de la sorte, les condamner indistinctement ou bien au contraire, les relativiser. En effet, l'ambivalence entre les deux notions, circoncision féminine et circoncision masculine, est consciemment mise en avant par les pourfendeurs de la circoncision masculine. Ces derniers tentent de créer intentionnellement une confusion entre les deux pratiques.
Les mutilations génitales faites aux femmes étant massivement condamnées dans nos sociétés, l'impudent rapprochement entre celle-ci et la circoncision masculine a pour dessein de créer une répugnance analogue entre les deux pratiques, et de mettre fin de la sorte à la tolérance occidentale relative à la circoncision rituelle. Dans cette perspective, nous pouvons citer par exemple l'approche de l'auteur polémiste Sami Al-Deb, fervent opposant à la circoncision rituelle, qui a rédigé de multiples articles et ouvrages sur la circoncision féminine. Son ouvrage le plus complet sur le sujet étant sans conteste Circoncision masculine, circoncision féminine, débat religieux, médical, social et juridique. À l'inverse, d'autres jouent de cette ambivalence pour légitimer ou du moins relativiser la pratique de l'excision féminine. Le recours à ce genre de rhétorique peut résulter tant de l'affirmation d'une idéologie relativiste, nationaliste et anti-néocolonialiste, que d'une tentative de valorisation religieuse. Il convient toutefois de ne pas généraliser abusivement. L'emploi de la notion de circoncision féminine dans un écrit anti-néocolonialiste ou religieux ne constitue pas nécessairement un glissement sémantique légitimant de facto la pratique. Notons du reste que l'emploi de cette expression peut également parfois tout simplement marquer la volonté de distinguer l'excision dite a minima, consistant en l'unique ablation, ou incision, du prépuce clitoridien, de l'ensemble des autres pratiques reprises dans la typologie des mutilations génitales féminines, MGF. 2. De l'excision aux mutilations génitales féminines. Aux alentours des années 80, de nouvelles revendications féministes pointent du doigt l'usage du mot excision. Ce dernier est alors considéré comme démesurément neutre. Étant trop abstrait, il ne prend pas en compte la violence de l'acte qu'il est censé traduire. Sans toutefois disparaître totalement, ni être ardemment décrié à l'instar de l'expression circoncision féminine, le mot se fera malgré tout détrôner par les expressions mutilation génitale féminine et mutilation sexuelle féminine. Ces deux formulations mettent en exergue la gravité, la violence et la cruauté de l'excision, celle-ci signifiant tout de même dans son usage général l'ablation de tissu, dans une petite partie du corps. Dans ce travail, nous avons volontairement préféré l'usage du mot excision et de l'expression mutilation génitale féminine, également remplacé par l'acronyme MGF. Nous avons opté pour le mot excision pour deux raisons. Premièrement, parce qu'il est d'usage courant tant auprès de la masse des gens que dans la littérature scientifique. Et deuxièmement, parce qu'il caractérise très clairement, malgré sa neutralité morale, l'action qui consiste à réaliser l'ablation d'un tissu qui en contexte se délimite aux parties génitales féminines. Le choix de l'expression mutilation génitale féminine, que nous avons préféré à celui de mutilation sexuelle féminine, est tout aussi conscient. En effet, les mutilations génitales féminines, MGF, traduisent distinctement des violences localisées au niveau des organes génitaux des femmes. Ce qui n'est pas explicitement le cas dans la formulation mutilation sexuelle féminine, l'adjectif sexuel, pouvant tout aussi bien se rapporter au vocable sexe qu'à la sexualité ou à l'acte sexuel. Ces deux dernières acceptions pourraient erronément laisser penser qu'il s'agit de mutilations réalisées dans le cadre intime de la sexualité, copulation, coït, ou pouvant toucher l'ensemble des parties du corps de la femme définies comme sexuelles ou socialement sexualisées. Et bien que l'un des enjeux principaux des MGF repose sur le contrôle du corps et de la sexualité de la femme, nous préférerons nous distancier de la formulation mutilation sexuelle féminine car l'ablation n'a en tant que telle, et en amont des conséquences qu'elle pourrait entraîner, rien de sexuel. 3. Mutilation et violence. Le verbe mutiler, du latin mutilare, retrancher une partie, désigne toujours selon le Larousse, le fait de priver de son intégrité physique en retranchant un membre ou un organe. La mutilation renvoie indéniablement à la violence et à la barbarie, tandis que l'excision est, selon le contexte, variable à diverses interprétations. De manière générale, l'excision médicale d'un corps malade ou étranger aura une portée hygiéniste et sera considérée comme bénéfique, tandis que l'excision superfétatoire et infondée d'un corps, que l'on qualifie de mutilation, sera jugée d'une implacable violence. Cependant, alors que l'excision constitue une mutilation génitale féminine, MGF,
cette dernière ne renvoie pas uniquement et nécessairement à l'excision. La notion de MGF est plus large que le concept d'excision. Bien que distinctes, les notions d'excision et de MGF restent inséparables et prennent part toutes deux, comme le précisent Touré et Lamesse, à la vaste famille des violences faites aux femmes et aux filles, VFFF, et des violences basées sur le genre, VBG, deux concepts étroitement liés sans toujours revêtir la même portée épistémologique. L'article 1er de la Déclaration sur l'élimination de la violence à l'égard des femmes, adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies le 20 décembre 1993, précise que les termes « violence à l'égard des femmes » désignent tout acte de violence dirigé contre le sexe féminin, et causant ou pouvant causer aux femmes un préjudice ou des souffrances physiques, sexuelles ou psychologiques, y compris la menace de tels actes, la contrainte ou la privation arbitraire de liberté, que ce soit dans la vie publique ou dans la vie privée. De son côté, l'étude de 2006 Mettre fin à la violence à l'égard des femmes publiée par le secrétaire général des Nations unies, précise qu'il s'agit d'une forme de discrimination et une violation des droits fondamentaux, qui n'est ni immuable ni inévitable et pourrait être grandement réduite, voire éliminée, avec la volonté politique et les ressources nécessaires. 4. Classification des MGF. Les MGF ont été classifiés en 4 types distincts par l'Organisation mondiale de la santé, OMS, en 1995. Modifiés successivement en 1997 puis en 2008, la déclaration de l'OMS a alors été ratifiée par l'UNESCO, l'UNICEF, le PNUD et d'autres agences internationales pour le développement. Elles y définissent les mutilations génitales féminines comme étant toutes les interventions aboutissant à une ablation partielle ou totale des organes génitaux externes de la femme ou toute autre lésion des organes génitaux féminins pratiquée à des fins non thérapeutiques. Évolution de la typologie proposée par l'OMS. 5. Al-Kifad. Bien que les termes khitane, circoncision et tahara, purification, soient parfois employés. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.